Hervé Kempf, bonjour. Bonjour. Hervé Kempf, est-ce que vous considérez comme un dissident de la presse alternative? Non. Est-ce que vous avez tendance à traiter des sujets qui fâchent? Je sais pas qui il fâche, mais en tout cas il fâche pas nos lecteurs. J'espère que non. Est-ce que vous mettez en avant certains sujets que, on va dire, la presse conventionnelle n'aurait pas envie de traiter? Oui, c'est clair. Oui, Reporter parle de beaucoup de choses dont la presse officielle ne parle pas. Ouais. Vous considérez comme un vrai journaliste parce que Je suis un journaliste incontestablement. Parce que bon, aujourd'hui, un journaliste, il faut le rappeler, tout simplement, c'est quelqu'un qui rapporte les faits, qui raconte ce qu'il voit avec sa subjectivité, mais toujours dans un esprit d'honnêteté, et qui rapporte les faits le plus exactement possible, et qui donne aussi à entendre les différentes voix et les différentes opinions. Donc je crois que c'est tout à fait ce que je fais, avec la subjectivité, avec une ligne rédactionnelle claire, mais c'est le travail que je fais et que les autres journalistes de Reporter font. Alors quel est votre axe rédactionnel? Est-ce que c'est principalement l'écologie, d'après ce que j'ai pu voir sur votre site? L'axe rédactionnel, c'est de dire que la crise écologique est le phénomène historique dominant de ce début de XXIe siècle. C'est la question politique, la question qui nous concerne tous. C'est la question autour de laquelle les sociétés doivent s'organiser. À partir de là, il y a un besoin d'information pour nourrir la délibération, la réflexion collective. Et on fait ce travail d'information, on pourrait dire sur 3 axes. Rendre compte de ce qui se passe autour de l'écologie. On a une conception large de l'écologie, c'est une écologie politique, mais rendre compte de manière privilégiée de ça, en soulignant la force des luttes et des mouvements citoyens, en étant aussi un lieu de débat et de réflexion à travers les tribunes, parce que voilà, personne n'a la vérité, il faut réfléchir, il faut discuter, il faut confronter les opinions. Et puis troisième axe qui est aussi très important, c'est de mettre en avant les alternatives, de montrer que partout dans la société, en France et ailleurs, il y a des gens qui innovent, qui créent, qui montrent qu'il est possible de vivre différemment. Et je dirais que c'est ces 3 axes-là, l'action, la lutte, la politique, la réflexion, le débat et l'alternative, la positivité qui définissent les 3 pôles de travail de Reporter. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a une espèce de paradoxe où on ne parle pas assez de l'écologie et on en parle trop, finalement ça finit par fatiguer un petit peu les gens, de dire bon, ils nous gonflent avec ça, ça nous empêche de vivre, ça nous empêche d'acheter notre 4x4, quelque part ils nous empêchent de tourner, quoi. Non, je ne crois pas du tout ça. Je crois qu'au contraire, on parle peu d'écologie. En revanche, on parle beaucoup de sport. Je pense qu'on parle beaucoup trop de sport et je ne pense pas que ça intéresse les gens à ce point-là. On ne peut pas écouter un bulletin radio sans avoir 3 minutes de sport. Je crois qu'on parle beaucoup trop de la bourse. Tous les jours, les radios donnent le bulletin de la bourse. Je ne vois pas pourquoi on parle de la bourse et pas... on pourrait faire un bulletin quotidien de la planète. Et grosso modo, non, je ne parle pas... Alors peut-être que souvent, les médias dominants parlent mal de l'écologie. Mais l'actualité écologique, les sujets écologiques sont très intéressants. C'est des histoires, c'est des personnages, c'est des combats, c'est des récits. Et la question, et ça c'est une question éternelle de tout journaliste, mais qui ne concerne pas que l'écologie, c'est de bien raconter, de donner envie d'être attrayant. Je crois qu'en ce point de vue-là, il y a besoin de parler beaucoup plus d'écologie. Et moins, par exemple, d'économie, moins de sport, moins d'un certain nombre de sujets qui, eux, je ne dirais pas ennuient totalement les gens, mais dont les gens accepteraient qu'on en parle moins. Alors, vous êtes très sensible au sujet de Notre-Dame-des-Landes, vous avez même écrit un livre là-dessus, et le gouvernement vient de prendre la décision de relancer les travaux à partir de janvier 2016. Quelle est votre opinion par rapport à ça? Je trouve ça hallucinant, ce qui est une profonde stupidité. Je crois qu'au bout d'un moment, il faut dire les mots pour... les gens qui décident ça sont stupides. Je crois qu'il y a une contradiction aussi totale. Pourquoi c'est stupide quand même, disons-le, n'injurions pas, ne critiquons pas, parce que le dossier ne tient pas, qu'il a un impact écologique lourd, que économiquement il n'est pas solide, il n'est pas étayé, et qu'il y a des alternatives qui permettraient de faire beaucoup mieux à moindre coût. Donc s'acharner dans un projet qui a été conçu dans les années 70, dans une époque où le contexte était totalement différent, n'a aucun sens. Et puis il y a une 5e raison qui est tout à fait importante, c'est que si on dit qu'il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre, ce qui est la position officielle du gouvernement français, et la position dans la loi, ce que nous avons décidé de réduire, de diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2050, eh bien on ne peut pas
dire on va réduire les émissions de gaz à effet de serre et créer des aéroports dont le but est d'accroître le trafic aérien, qui sont une source d'émissions de gaz à effet de serre de plus en plus importante. Donc il faut choisir et dire on va relancer ce chantier de cet aéroport est vraiment stupide, dangereux et très néfaste, et je pense que des gens s'opposeront à ça. Je le trouve dommage parce que il faut éviter la violence, mais cette violence c'est l'État qui l'a fait. On n'est pas un paradoxe près parce que Bruxelles vient de signer récemment une autorisation des niveaux de pollution de diesel plus importantes pour répondre un petit peu à la demande des lobbies de voitures. Donc d'un côté on a cette démarche, cette prise de conscience qui est il faut sauver la planète, il faut faire des actions, des événements importants pour le faire, comme aujourd'hui à Bordeaux. Et après, ceux qui sont les décideurs un petit peu éloignés de tout ça, ils prennent des décisions à contresens qui ne sont pas forcément compréhensibles, quoi. Oui, je crois qu'on a là le profond décalage qui atteste du caractère qu'on peut qualifier oligarchique de notre situation politique. C'est-à-dire qu'il y a une très large partie de la population qui est de plus en plus consciente de la gravité des enjeux écologiques, même si on ne sait pas toujours comment faire pour y répondre, mais en tout cas la conscience est là et très largement le désir de changer les choses. Et en revanche, une classe politique, une classe de décideurs économiques et politiques qui continue à défendre les intérêts des riches, à pousser la croissance à tout prix et à développer des infrastructures et des grands projets inutiles au détriment et de l'écologie et de l'emploi et du bien-être général. Ça c'est un peu le sujet de votre livre que vous